On va parler avec Gilles de l'agriculture, du monde rural. On va refaire le monde. Tiens, et pour faire le monde, ben, rien de mieux que de se plonger dans les ouvrages de ceux qui ont fait et participé, en tout cas anticipé la Révolution française. Gilles, tu relis actuellement Rousseau et Zola. Alors oui, parce que je me suis aperçu que j'étais très très mauvais. D'abord, j'écrivais très très mal, et puis j'étais très mauvais pour m'exprimer en public. Je restais dans ma catégorie sociale, professionnelle de paysan. Je parlais que des vaches, des tracteurs, des terrains, et j'en étais complexé. J'étais le gros lourdeau de paysan, quoi. Et puis, j'ai commencé à lire Lamartine. Et Lamartine, c'est un type qui est contemporain, qui est né à Milly-Lamartine, juste à côté. Pas loin d'ici, Et hein. je me suis aperçu, Lamartine, il avait deux grandes passions. Un, donc la lutte contre les inégalités sociales, Ouais. et deux, un amour inconsidéré pour la nature. Ceci dit, bien sûr, on lui a toujours reproché un fort endettement parce qu'il vivait bien au-dessus de ses moyens, mais il travaillait énormément. C'est une bête de boulot Absolument. au niveau écriture. Ouais. Il a écrit 64 ouvrages qui malheureusement sont pratiquement pour certains introuvables, mais j'en ai déjà lu beaucoup. Et il avait une autre passion, c'était les femmes. Donc il a eu des femmes illégitimes. Mais il avait une femme qui était une Britannique, qui s'appelait Marianne Beach, qu'il aimait profondément, et il a toujours vécu avec elle en lui manifestant une grande fidélité, mais il avait des maîtresses. Il trouvait ça normal d'ailleurs. Ah oui. Et il le dit, il l'écrit d'ailleurs. C'est très intéressant. Et petit à petit, il s'est engagé donc dans la politique. Et donc il a été député et il a été président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Et en 1848, il est à l'origine de la révolution de Eh 1848. oui, exact. Et déjà, ça m'a déjà préoccupé. Pourquoi il y a eu cette révolution en 1848? Pourquoi Lamartine s'était engagé dans ce processus? Parce qu'à l'époque, il y avait une classe sociale qui s'appelait les bourgeois, les nobles, Ouais. donc vous connaissez les Bien Girondins, sûr, les bien sûr, bien Vendéens, sûr, les Jacobins, bien etc. sûr. Et la France, avec le France, c'est le seul pays où on a coupé la tête au roi de France Exactement. et à sa femme, Ouais. Marie-Antoinette. Alors moi, je suis contre la peine de mort, je suis parfaitement non-violent, ça servait à rien de leur couper la tête, parce que, vous savez, quand on coupe la tête à une personne, il y en a 100 pour le remplacer, quelquefois c'est encore pire. Mais n'empêche que Lamartine avait compris que ce système-là ne pouvait plus durer. Donc il se représente à la présidence de la République en décembre 1848. Malheureusement, il n'est pas élu. C'est là, par rapport le département de Saône-et-Loire, il perd sa place de président du conseil départemental de Saône-et-Loire. C'est Eugène Schneider, propriétaire des usines Schneider au Creusot, qui est devenu président du conseil départemental. Pourquoi? Parce qu'il savait fabriquer des armes, parce que derrière, il y avait une menace de guerre avec l'Allemagne, qui existe depuis longtemps, hein, Bien déjà. sûr. Ouais. Et Eugène Schneider reprend le pouvoir, et au lieu de faire, comme Lamartine l'avait prédit, fabriquer des outils pour travailler la terre, il a fabriqué des canons, des fusils. Ouais. Donc c'était un échec. Et donc il n'a pas été élu président de la République, c'est lui, Napoléon Exactement. Bonaparte, qui a Exactement. été élu, et la Voilà. suite, vous la connaissez, Voilà. tout s'est arrêté avec cette fameuse guerre en 1870, Exactement. le siège de Sedan, Voyez, et la défaite de et Belfort, auquel voilà. les trois frères de mon grand-père sont Eh, morts. dis donc. Et là, je me suis dit, Lamartine, il a quelque chose d'intéressant. Donc après, un copain m'a dit, il faut que tu ailles plus loin. Donc c'est là que j'ai lu Jean-Jacques Rousseau. Alors, on va montrer le, Donc le, le titre de l'ouvrage euh, ici de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a écrit C'est trois livres Discours importants. sur l'inégalité, l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et ça, c'est vraiment un texte fondateur, hein. Alors Jean-Jacques Rousseau est né en 1702. Et donc son premier livre, il était en prison parce qu'il était complètement à l'encontre des principes de la société existante. Donc ils l'ont foutu en prison. Mais grâce, comme il était si malin, il a réussi à se faire délivrer en se faisant passer pour fou. Et il est recueilli par Madame de Varens, et qui d'ailleurs il était très amoureux d'elle. Et il écrit ce deuxième livre qui est très très important, pour lequel il explique bien cette lutte contre les inégalités sociales et pourquoi il y a des inégalités sociales. C'est-à-dire pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et il explique bien que toute la jouissance de ces riches vient de la pauvreté des pauvres. Autrement, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais il explique aussi qu'il y a des gens, même si on croit qu'ils sont pauvres, notamment parmi les paysans, ils sont quand même heureux. Parce qu'ils n'ont pas forcément plusieurs Et voitures, voilà. ils n'ont pas forcément une grande maison, ils n'ont pas forcément des gros tracteurs, mais ils vivent sur leur terre, ils n'ont pas de chef. Parce que moi, pourquoi je suis paysan? La première raison, c'est l'absence de hiérarchie. Moi, j'ai pas besoin tous les matins d'arriver à telle heure au boulot, de dire bonjour patron, oui patron, par quoi je commence. Si je décide en fonction du temps, comme là par exemple j'étais à la vigne, il pleuvait, je suis rentré. Personne ne peut rien me reprocher. Bien sûr. J'en avais marre, je suis revenu. Ouais.
Et donc, c'est cette absence de hiérarchie, l'absence de chef. Et Rousseau, il est exactement dans cette catégorie-là. Et il explique bien que dans les principes de l'humanité, il y a forcément des maîtres et des esclaves. Vous connaissez cette phrase, cette Bien fable bien sûr. connue de La Fontaine, Ouais, qui est une connerie inimaginable. ouais. Le corbeau et le renard. Ok. Dans la première phrase, il dit Maître corbeau sur un arbre perché. Et puis le petit garçon, il dit non, mais ça va pas bien. Moi, je suis allé dans la forêt, j'ai pas vu de maître corbeau puis d'esclave corbeau. Tous les corbeaux se ressemblent. Puis la tutrice lui dit si, t'as rien compris. D'abord, je suis ta maîtresse, c'est maître corbeau. Bon, sur un arbre perché, bon, bah ça c'est normal, les corbeaux, c'est ça. Tenez dans son main qu'un fromage. Le petit garçon, il rigole, mais il dit c'est une connerie aussi. D'abord, on trouve pas de fromage dans la forêt. Et puis d'abord, le corbeau, s'il avait attrapé le fromage, il l'aurait mangé. Il l'aurait pas monté sur là parce qu'il est plus malin que ça. Et ensuite, maître renard par l'odeur alléchée. Le petit garçon, il dit mais c'est pas possible non plus. Il n'y a pas de maître ni d'esclave chez les renards. Il n'y a que chez les hommes qu'il y a cette domination, et qu'il y a un maître et il y a des esclaves. Et effectivement, il y a des gens dans la race humaine, dans l'espèce humaine, qui sont nés pour être des maîtres et d'autres qui sont nés pour être des esclaves. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un patron qui leur fout des coups de pied au cul en leur disant tu viendras tous les matins à 8 heures, tu seras bien habillé, tu te seras lavé et tu vas faire ça et ça, ils foutraient rien de la journée et ils seraient clochards. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont clochards. Gilles, on peut refaire le monde justement dans l'agriculture. Il y a de quoi faire aujourd'hui et de quoi dire également sur ces inégalités. Alors, refaire le monde, c'est pas le terme exact, c'est pas le terme que j'emploie. C'est-à-dire, moi je pense qu'il faut éviter, on aurait déjà dû le faire, que le monde se détériore Oui. encore. C'est-à-dire que le monde paysan, il existe depuis des millions d'années, bien plus longtemps que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de 1980 que l'activité des paysans s'est vraiment dégradée, à cause d'une dépendance aux grandes coopératives, aux géants de l'agroalimentaire et aux grandes surfaces. Mais avant, donc dans mon village, moi j'ai fait des recherches parce que je suis un peu historien, puis j'aime bien savoir ce qui s'est passé dans mon village. Il y avait un camp de type néandertalien. Donc Néander, c'est un petit village au bord du Rhin en Allemagne, il y a 20 000 ans. Et c'était une communauté celte composée d'environ 25 personnes sur une petite butte, un point dominant dans la vallée du Fil, la vallée de Sologny. Et pourquoi ils sont installés là? Parce qu'ils étaient sur un point haut, boisé, et les envahisseurs qui arrivaient, les Vikings ou je ne sais pas qui, les Arabes, les Germaniques, ils passaient traverser la vallée, mais ils n'imaginaient même pas qu'il y avait une communauté sur cette crête. Pourquoi ils sont installés là? À cause du col du Bois-Clair. Oui. Le col du Bois-Clair qui est un point stratégique pour traverser l'Europe, de Genève à Nantes, avec la route express, mais pas que. Pour aller de Paris à Lyon, le TGV passe aussi par Sologny. 396 mètres et les collines sont à 600 mètres. Donc ces gens-là, il y a 20 000 ans, ils avaient compris que pour tuer du gibier, au lieu de courir après bêtement dans la forêt ou dans la vallée, il valait mieux les attendre au col et avec des lances ou des flèches, et c'était plus facile de les tuer. Et c'est ce que va faire probablement Vinci. C'est pour ça qu'il y a un grand portique au Beauclerc. Il va mettre une barrière de péage pour racketter les 20 000 véhicules jour qui passent à Sologny. C'est exactement le même principe, rien n'est changé. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait déjà des gens qui étaient à l'époque chasseurs-cueilleurs, qui étaient sédentaires ici. C'est après qu'ils sont devenus paysans. C'est après qu'ils se sont mis à domestiquer des animaux, ce qui n'est pas si facile à faire que ça. C'est-à-dire pour arriver à domestiquer, parce qu'on c'est plus difficile de domestiquer un animal que de domestiquer un homme. Un homme, il suffit de lui taper dessus. Il va forcément obéir. L'esclavage, c'est ça. Il Ouais. suffit de l'enchaîner. Tandis qu'un cheval, par exemple, si vous le tapez dessus, il va refuser de labourer. Il va refuser de tirer la charrue. Ouais. Et même mieux, si vous lui lâchez la bride, il va se sauver. Et c'est pareil pour le cheval, le chien, etc. Donc il fallait que le paysan il arrive à domestiquer les animaux, mais en les respectant. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un accord entre l'animal et l'homme, ce qui n'existe pas dans la société humaine. Il n'y a pas d'accord. On impose une dictature, on impose une domination pour piller, pour exploiter celui qu'on pense être le plus pauvre. Dans le monde paysan, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Il y a en quelque sorte un savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent tailler la vigne, d'autres qui savent cultiver des arbres fruitiers, d'autres qui savent jardiner la terre. Chacun, il y a une complémentarité aussi très très importante entre l'homme et la femme. D'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi on a créé un ministère pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, parce que c'est une question qu'on n'a même pas à se poser. L'homme et la femme sont différents, de la même façon que l'éléphant est différent de la fourmi. Ils sont différents, point final. Il n'y a pas à dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Surtout que, en général, dans toutes les espèces animales, on voit bien chez les lions, c'est en général les femelles qui dominent. Toujours. L'organisation de la société, elle se fait toujours par une femelle ou un groupe de femelles.
Tandis que chez les hommes, l'organisation de la société se fait par celui qui parle le plus fort, qui est souvent le plus malhonnête, et qui va devenir un chef d'État, un président de la République, un dictateur, et qui va amener les catastrophes qu'on vit aujourd'hui, actuellement en Ukraine et partout. Et tandis que dans le monde paysan, c'est pas ça du tout. Et dans la civilisation celte, il n'y a pas de chef. Chacun a un rôle à jouer très complémentaire. Et on dit oui, mais les animaux se battent. C'est faux. La seule fois, le seul moment où les animaux se battent, c'est pour l'accouplement. C'est quand il y a une femelle en chaleur, parce que vous savez que Il y a une concurrence. s'il y a une concurrence. Mais vous savez que contrairement chez la femme, je m'excuse de dire ça, c'est peut-être un peu cruel, vous savez que chez les femmes, l'accouplement peut avoir lieu 24 heures sur 24, sauf en cas de migraine, par exemple. Mais chez les animaux, notamment chez la vache, c'est la femelle, c'est la vache, qui décide du moment de l'accouplement et du mâle avec lequel elle va s'accoupler. Donc ils vont pas se battre pendant 2 jours, ni même pendant 6 mois, ni même pendant 100 ans ou 2000 ans comme à Jérusalem. La femelle dit, toi, tu t'en vas, et puis c'est lui que je vais choisir, parce que c'est lui qui est gentil, puis c'est lui que j'aime bien. Et si toutefois la saillie n'est pas fécondante, bon, évidemment, elle va être très déçue, donc après, elle va aller en voir un autre, ce qui est à peu près normal. Mais il n'y aura pas de combat. Cette lutte fratricide, elle existe uniquement chez les animaux, ni dans le règne chez les humains, ni dans le règne végétal, ni dans le règne animal. C'est le règne de la non-violence. Et on est arrivé aujourd'hui, c'est pour ça qu'il va falloir. Alors, certains parlent d'une troisième guerre mondiale, mais je pense que c'est complètement absurde, parce qu'on ne sait pas qui va se battre par oui. qui, contre qui. D'autant plus que toutes les guerres sont organisées par des gens qui n'y vont pas à la guerre, hein, qui ont les moyens de faire la guerre, mais qui n'y vont pas, qui envoient des pauvres gens se massacrer. Moi, j'ai un de mes salariés là, qui s'appelle Raymond, il a 86 ans, hein. Par respect, il vient toujours manger chez nous tous les midis. Il a participé à la guerre d'Algérie, et je lui ai lu précisément un discours d'Alphonse de Lamartine, discours qu'il a donné pendant 2 heures et demie. Donc il s'est arrêté pour boire un coup, puis pour aller pisser, évidemment. Et après, il a repris son propos. Et je dis à Raymond, c'est pas vrai, dis-moi pas que ça s'est passé comme ça. Et il me dit, mais c'était encore bien pire. C'était encore bien pire. L'idée même qu'un homme puisse tuer un autre homme et on lui dit, ça sera lui ou toi. Mais Raymond dit, mais pourquoi lui? Mais je le connais même pas. Pourquoi je vais lui tirer dessus? Si ça se trouve, c'est un paysan comme moi ou un salarié agricole comme moi. Pourquoi je le tuerais? Je vais aller discuter avec lui, je vais lui demander s'il a des vignes, s'il a des animaux, mais je veux pas le tuer. Ça ne sert absolument à rien. Oui, mais derrière, il y a toute une infrastructure des colonels, des lieutenants-colonels, des capitaines, etc. Il y a tout ce qu'ils appellent la cinquième colonne, c'est qu'on a tué des gens qui étaient pseudo-déserteurs parce qu'ils refusaient de tuer d'autres. Vous connaissez Danton, Marat, le principe de la Révolution, quoi. On pourrait en parler longtemps, en tout cas. Merci de ce témoignage, si on a bien compris. Un agriculteur philosophe, Gilles, ici à Solony, nous sommes en Saône-et-Loire.